Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier avec vous la cinétique d'une transformation chimique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle disparaissent les réactifs et celle à laquelle apparaissent les produits. Je vous expliquerai en outre quels sont les facteurs cinétiques pouvant influencer la cinétique d'une réaction chimique et je vous en donnerai une interprétation microscopique. Je parlerai également de la notion de catalyseur. Enfin, je passerai en revue avec vous quelques mécanismes réactionnels simples. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Après avoir versé quelques gouttes de nitrate de plomb dans une solution de iodure de potassium, on observe l'apparition quasi instantanée d'un précipité jaune de iodure de plomb 2. Il s'agit d'une réaction rapide de précipitation impliquant les ions plomb 2 Pb2+, et iodure I-. En revanche, lorsque l'on verse quelques gouttes de peroxodisulfate d'ammonium dans une solution d'iodure de potassium, on observe l'apparition progressive d'une coloration jaune-orangé traduisant la formation de diodes au cours du temps. Il s'agit d'une réaction lente d'oxydoréduction impliquant les ions peroxodisulfate S2O8 et les ions iodure I-. La branche de la chimie consacrée à l'étude de la vitesse d'une transformation chimique s'appelle la cinétique chimique. Une transformation chimique est qualifiée de lente si on peut suivre son évolution à l'œil nu ou à l'aide d'un appareil de mesure courant. A contrario, une transformation chimique est qualifiée de rapide si sa durée ne dépasse pas celle de la persistance rétinienne de l'œil, soit environ 1/10 de seconde. Afin de suivre l'évolution d'un système chimique, on utilisera un capteur permettant de mesurer une grandeur physique liée à la quantité de matière d'un réactif ou d'un produit présent dans le milieu réactionnel. On pourra ainsi utiliser un spectrophotomètre si la transformation chimique met en jeu une espèce colorée, un conductimètre si au moins l'une des espèces chimiques est ionique, ou un manomètre si au moins l'une des espèces chimiques est gazeuse. Un facteur cinétique est un paramètre capable de modifier l'évolution temporelle d'une transformation chimique. Ainsi, la pression, la température et la concentration initiale des réactifs sont des facteurs cinétiques susceptibles de modifier la durée nécessaire pour atteindre l'état final du système chimique. En particulier, plus la pression, la température ou la concentration initiale en réactifs sont élevées, plus la transformation chimique est rapide. Une interprétation des facteurs cinétiques peut être donnée au niveau microscopique. En effet, pour que deux réactifs puissent réagir ensemble, la condition nécessaire, mais pas suffisante, est qu'il faut qu'un choc se produise entre eux. Certains de ces chocs sont qualifiés d'inefficaces car l'énergie cinétique liée à leur mouvement est inférieure à un seuil énergétique appelé énergie d'activation. Dans ce cas, les réactifs ne réagissent pas. En revanche, si l'énergie cinétique des réactifs est supérieure à l'énergie d'activation, ceux-ci peuvent réagir entre eux et le choc est qualifié d'efficace. Dans ce cas de figure, la réaction a lieu. Un catalyseur est une espèce capable de diminuer la durée d'une transformation chimique sans intervenir dans l'équation bilan de cette dernière. Un catalyseur est spécifique d'une transformation chimique. On distingue trois types de catalyse. Homogène, lorsque le catalyseur est dans la même phase que les réactifs, hétérogène dans le cas contraire, enzymatique lorsqu'il fait intervenir une enzyme. Dans ce dernier cas, le réactif appelé substrat se fixe sur le site actif de l'enzyme afin d'y être transformé. L'enzyme se retrouve intacte à la fin de la transformation. Enfin, une réaction faisant intervenir un catalyseur est notée de la manière visible à l'écran. La formule de la vitesse volumique d'apparition d'un produit noté P majuscule est donnée à l'écran pour une transformation chimique pour laquelle les réactifs et les produits sont affectés du coefficient stoichiométrique 1. Elle s'exprime en mol litre-1 seconde-1. La dérivée temporelle d de concentration en produit P divisé par dt à un instant de date t donné correspond à la pente de la tangente à la courbe concentration en P est égale à f de t au point d'abscisse t. En effet, en faisant tendre ΔT vers 0, le taux d'accroissement de la fonction concentration en P égale f de t converge et s'identifie à la dérivée de cette fonction. On remarque que dans le cas du suivi cinétique de l'apparition d'un produit, le coefficient directeur de la tangente à la courbe est positif. D'autre part, au fur et à mesure que le produit se forme, les coefficients directeurs des tangentes à la courbe concentration en P égale f de t diminuent, donc la vitesse d'apparition du produit aussi.
Si on attend suffisamment longtemps, la tangente à la courbe concentration en P égale F de t devient horizontale. Son coefficient directeur est alors nul, tout comme la vitesse d'apparition du produit. Lorsque l'on étudie la vitesse de disparition d'un réactif, il ne faut pas oublier de mettre le signe moins devant la dérivée temporelle. En effet, cette dernière, s'identifiant au coefficient directeur de la tangente à la courbe concentration en R1 est égal à f de t, à un instant de date t donné, celui-ci est négatif pour une fonction décroissante. Comme d de R1 sur dt est négatif, il convient de lui affecter un signe moins afin que la vitesse soit positive. En conclusion, la vitesse volumique à une date t donnée correspond à la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente à la courbe concentration en P égale f de t, où concentration en R égale f de t à cette date. Un facteur cinétique influe sur la durée nécessaire pour que le système chimique atteigne son état final. La température, au même titre que la concentration initiale en réactif, est un facteur cinétique. En effet, plus la température est élevée, plus la vitesse volumique initiale d'apparition d'un produit est grande et plus l'état final est atteint rapidement. Cela s'explique par le fait que plus la température est grande, plus l'agitation thermique l'est également, et plus la probabilité que les chocs entre réactifs soient efficaces augmente. Il en est de même pour la concentration initiale en réactif. La durée caractéristique permettant de rendre compte de l'évolution temporelle d'une transformation chimique s'appelle le temps de demi-réaction. Il correspond à la durée au bout de laquelle la valeur de l'avancement x est égale à la moitié de celle de l'avancement final noté x indice f. On peut le déterminer facilement graphiquement à l'aide de la courbe représentant l'évolution temporelle de l'avancement. Si la vitesse volumique de réaction dépend d'un seul réactif et que la valeur de l'exposant affecté à sa concentration molaire effective vaut 1, alors la réaction est dite du premier ordre. Si on considère que la vitesse volumique est du premier ordre par rapport au réactif noté R indice 1, elle est proportionnelle à la concentration de cette espèce, et on peut alors l'écrire sous la forme indiquée à l'écran. En regroupant de part et d'autre de l'égalité ce qui dépend de R1 d'une part et du temps d'autre part, on obtient une équation différentielle d'ordre 1 où le coefficient de proportionnalité K est appelé constante de vitesse. Cette dernière s'exprime en seconde moins 1 et ne dépend que de la température grand T. Une solution de l'équation différentielle précédente est une exponentielle décroissante dont l'expression est donnée à l'écran. En appliquant le logarithme népérien de part et d'autre du signe égal, puis en introduisant la condition initiale portant sur la concentration du réactif R1, on obtient l'expression ln de concentration en R1 est égal à moins k fois t plus ln de concentration en R1 à t égale 0. Il s'agit d'une fonction affine dont la représentation graphique est donnée à l'écran. C'est une droite décroissante d'ordonnée à l'origine ln de concentration en R1 à t égale 0 et de coefficient directeur moins k. À partir de l'expression précédente, il est aisé d'obtenir celle du temps de demi-réaction notée T1,5. En effet, à t est égal à T1,5, concentration en R1 est égale à concentration en R1 à t égale 0 divisé par 2. Un calcul simple conduit à l'expression du temps de demi-réaction tel que T1,5 est égal à ln de 2 divisé par k. On remarque que celui-ci est, pour une température fixée, une constante indépendante notamment de la concentration initiale du réactif R indice 1. On peut suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique par spectrophotométrie à condition que l'une des espèces chimiques qui disparaît ou apparaît soit colorée. C'est le cas par exemple de la réaction d'oxydoréduction entre les ions peroxodisulfate S2O8-2- et les ions iodure I- rencontrés au début de cette capsule vidéo. En effet, toutes les espèces chimiques ioniques impliquées sont incolores, à l'exception des molécules de diode I2 de couleur jaune-orangé en milieu aqueux. Après avoir mis les réactifs en contact, on observe l'apparition progressive d'une teinte jaune-orangé dans le milieu réactionnel, traduisant la formation de diodes. L'absorbance du milieu réactionnel augmente progressivement car elle est proportionnelle à la concentration molaire effective en diode I2. Pour qu'un capteur permette de suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique, il faut qu'il ait un temps de réponse très inférieur à la durée de la transformation et qu'il mesure une grandeur physique dépendant de la quantité de matière d'un réactif ou d'un produit. La cinétique d'une réaction chimique s'explique souvent par une interprétation microscopique. On peut décomposer en effet une réaction complexe en la somme d'étapes élémentaires traduisant un mécanisme réactionnel.
Ainsi, la réaction de déshydratation entre un alcool et un alcène comportant une double liaison carbone-carbone, catalysée par des ions hydrogène H+, peut être décomposée selon un mécanisme faisant intervenir 3 étapes élémentaires. Un catalyseur est une espèce chimique consommée au cours d'une étape élémentaire, puis régénérée au cours d'une étape ultérieure. C'est bien le cas de l'ion H+, dans l'exemple à l'écran, consommé à l'étape 1 et régénéré à l'étape 3. Un intermédiaire réactionnel est une espèce chimique formée au cours d'une étape élémentaire, puis consommée lors d'une étape ultérieure. C'est ici le cas des espèces chimiques surlignées en orange et en jaune sur l'exemple visible à l'écran. Au cours des étapes élémentaires, la formation et ou la rupture des liaisons chimiques covalentes s'explique par le déplacement d'un ou de plusieurs doublés d'électrons. Lors d'une étape d'un mécanisme réactionnel, on modélise le déplacement des doublés d'électrons, liants ou non liants, par une flèche courbe partant d'un site donneur de doublés d'électrons et qui pointe vers un site accepteur de doublés d'électrons. L'ion H+ possède une lacune électronique qui est un site accepteur de doublés d'électrons, alors que les deux doublés non liants de la molécule d'eau sont des sites donneurs de doublés d'électrons. Je vous donne à titre indicatif un deuxième exemple de mécanisme réactionnel. Il concerne la polymérisation radicalaire de l'éthylène. Ce mécanisme fait intervenir 3 phases appelées initiation, propagation et terminaison. Lors de l'initiation, un radical libre réagit avec l'éthylène. Le produit obtenu est un intermédiaire réactionnel. Lors de la propagation, ce dernier réagit avec l'éthylène. Le produit obtenu est un intermédiaire réactionnel qui à son tour peut réagir avec l'éthylène et ainsi de suite, augmentant progressivement la taille de la chaîne carbonée de la macromolécule en cours de formation. Lors de l'étape de terminaison, les intermédiaires réactionnels réagissent entre eux et une macromolécule appelée polymère constituée d'une chaîne carbonée formée par N-motif CH2, simple liaison CH2 voit le jour. Un radical libre est une espèce chimique instable qui possède un électron célibataire, c'est-à-dire non apparié. Son instabilité lui procure une grande réactivité vis-à-vis des autres espèces chimiques. Pour conclure, je vous propose de découvrir le principe de fonctionnement d'un pot catalytique qui équipe les véhicules à moteur thermique récents. Le rôle de ce dispositif est de réduire la nocivité des gaz d'échappement issus de la combustion d'un hydrocarbure de type essence ou diesel. Les principaux gaz nocifs issus de la réaction de combustion d'un hydrocarbure dans le dioxygène de l'air sont le monoxyde d'azote NO, le monoxyde de carbone CO, ainsi que les hydrocarbures imbrûlés de type C-X, H-Y. Le pot catalytique, grâce à sa structure en nid d'abeille à haute surface de contact, va permettre de transformer ces gaz nocifs en sous-produits moins dangereux pour l'environnement. Diazote N2, dioxyde de carbone CO2 et vapeur d'eau H2O. Il s'agit d'une catalyse hétérogène. Sur les moteurs diesel, un filtre à particules appelé FAP complète le pot catalytique. Enfin, il est à noter que le pot catalytique n'est efficace qu'à partir d'environ 400 degrés Celsius, ce qui explique qu'il soit peu efficace sur de petits trajets, notamment en ville, qui ne lui laissent pas le temps de monter suffisamment en température. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la cinétique chimique. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.